Rater sa vie en beauté. Sortir de l'abus ou rater sa vie en beauté. Il faut pénétrer plus avant dans la problématique du symptôme. Celui-ci procède de la religion du père ou de la mère selon les cas, en ceci que tout ratage dans le réel de ce que le sujet désire le plus n'est permis en conscience que pour un autre modélisé sur les parents du sujet, en tant qu'il symbolise la réalisation de son désir. Il est intéressant de noter que cette permissivité à l'échec se manifeste toujours en conscience par une pseudo-rationalisation visant à oblitérer que le sujet est en cause dans le symptôme. Or, le propre de ce dégagement du sujet à l'endroit de son aspiration à la mort, dont l'insuccès est un ferment, est de s'écarteler entre deux positions complémentaires. Soit il s'enracine directement dans un désir de rétorsion, et la haine seconde prend les devants de la scène, paranoïa, soit cette face de haine toujours existante est refoulée, et le sujet la retourne contre lui dans le cadre de la dépression ou de la mélancolie. Alors le sujet se prend pour la cause du raté, ce qui s'y traduit en conscience par l'idée d'une destinée fatale au-delà de laquelle se profile la divine volonté paternelle qui contraint le sujet à s'y abolir comme s'il ne saurait qu'en être l'objet. C'est dire que le propre du symptôme est d'exclure le réel externe en tant qu'il se voit incarné dans l'autre par une lettre qui le médiatise pour protéger la croyance au déterminisme absolu, hors de toute responsabilité. Le propre du symptôme est ainsi d'être délirant par essence, délire que le sujet garde pour lui et invoque le ratage en soupirant. Ainsi, il se construit un écran imaginaire de la toute-puissance de l'autre, visant à occulter que, dans le ratage, le sujet y était impliqué comme désirant. Ainsi, par peur de réaliser son rêve, d'être soi, on est tous tentés de se réfugier dans une posture de victime de la fatalité pour justifier de n'être pas allé au bout de son désir. Car contrairement à ce que l'on pourrait croire, il est plus facile et presque plus confortable d'échouer que de réussir. En effet, réussir, c'est aller au bout de la question de l'être et de la filiation, et c'est loin d'être évident. Rater pour un autre. Pourquoi rater pour un autre ? Pour sauver la dimension idéale de cet autre. Car derrière l'autre, pour lequel le sujet suspend sa raison et se démet de son désir de s'y substituer, ce qui en retour le laisse inentamé, se profile l'identification à l'un des parents. Par quoi ce qui est protégé comme possibilité par le symptôme, c'est l'identification absolue et imaginaire à l'un des parents. C'est l'identité, le même, que laisse à désirer en conscience via le symbole commun du nom du Père, du lien de chair ou du lien de sang. Rater pour ne pas vivre, rater pour ne pas voler de ses propres ailes, rater pour se réfugier sous l'aile protectrice du parent, justement, et rêver de pouvoir disparaître en lui, rêve avorté. Le tout inconsciemment, bien sûr, ce qui donne des symptômes en conscience. Ce qu'il faut saisir, c'est que si le sujet projette le sens de son identité dans un dernier mot, une ultime clé, une empreinte génétique qu'il infère au symbolique, ce n'est pas qu'il est fou, c'est qu'il croit au déterminisme produit par son inconscient qui lui fait répéter dans l'échec les erreurs que ses parents avaient commises, et pas seulement avec lui. C'est dans le symptôme, là où le sujet peut tomber matériellement au pied d'une lettre et y suspendre un moment sa raison, que l'inconscient prend le relais du réel et conduit au pire. Mot à mot. La fonction de l'inconscient consiste à lier et à lire le sens des faits externes en fonction du désir d'être du sujet. Et pour condenser ce réel, l'inconscient se sert du sens équivoque des mots. Je m'explique. Comme nous l'avons vu, les mots ont plusieurs sens. D'une part, un sens permis, dictionnarisé,
et d'autre part un sens qui connote la finalité inconsciente du désir humain, à savoir le désir de se substituer au pouvoir d'un autre imaginairement parfait pour être aimé à sa place. Ce à quoi font écho le désir de tricherie, de tromperie, d'abus, d'escroquerie et, en dernier terme, le désir de meurtre. La condition de possibilité de cette croyance à la substitution tient à cette même capacité de substitution d'un mot à un autre dans le langage. Or, c'est avec le langage que la raison officie pour s'orienter dans le réel. Tout peut se brouiller, le sens peut se suspendre, devenir un sens interdit, outrepassant la grammaire et trompant en conscience le sujet. Sens interdit. C'est ce sens interdit qu'il faut remonter et dénouer pour parvenir à ce qui attache en raison le rapport interne du mot au corps. Il y a deux voies dans l'inconscient, une voie de savoir, partant du manque pour le signifier, et une voie de jouissance abusive et abusée, tendant artificiellement à les colmater. Là est l'origine du rejet de la différence. Cette différence que l'on peine à assumer, autant dans la filiation que dans tous les compartiments de la vie. Et rejeter la différence, même à son corps défendant, c'est rejeter la raison. Qu'y a-t-il dessous ce rejet? Pas forcément la haine de l'autre parce qu'il est différent de peau, d'origine, de religion ou autre. Il y a plutôt l'horreur de l'hétérogénéité de la raison elle-même, à elle-même, c'est-à-dire de soi à soi, ou, pour le formuler autrement, l'incapacité à être ce que l'on voudrait être.